Elena Rivas est entrée dans le centre commercial Silvergate pour faire quelques achats. Pour le personnel présent, elle semblait n'être qu'une femme pauvre de plus avec un grand sac à main. Une cible facile à soupçonner. Les agents de sécurité Torres et Davis se rapprochèrent, leurs pas chargés d'importance, impatients de la piéger. Bientôt, l'agent Eric Navarro arriva, bruyant et arrogant, portant son autorité comme une arme. Mais aucun d'eux ne remarqua la force dans le regard calme d'Elena. Ils ne savaient pas qu'elle était capitaine de police, avec 20 ans de service dévoué, un insigne gagné par la persévérance et la discipline. Ils pensaient qu'elle obéirait sans broncher, mais ils se trompaient. En un instant, leur arrogance allait se heurter à une réalité inattendue. Avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner. L'histoire de demain est à ne pas manquer. La lumière du soleil traversait les verrières du centre, projetant des rayons dorés sur les dalles brillantes du sol. La capitaine Elena Rivas avançait avec une confiance discrète, son sac en cuir balançant doucement à son bras. Après une semaine remplie de dossiers et de réunions, le simple fait de chercher un cadeau d'anniversaire pour sa nièce lui apportait un sentiment d'apaisement. « Quelque chose de spécial pour Sofia », murmura-t-elle en parcourant les vitrines du regard. Le centre bourdonnait de familles poussant des poussettes, d'adolescents regroupés près de la fontaine et de discussions animées du week-end. Pendant un instant, Elena se laissa porter par cette atmosphère paisible, mettant de côté les responsabilités de son métier. Mais ce moment de calme ne dura pas. Elle les aperçut dans le reflet d'une vitrine, 2 agents de sécurité la suivant à distance, croyant sans doute être discrets. Le plus grand, Torres, parlait dans sa radio en la fixant. Le plus petit, Davis, jetait des regards nerveux entre elle et son collègue. La mâchoire d'Elena se contracta. Avec 20 ans d'expérience, elle reconnaissait immédiatement une surveillance. Ce n'était pas la première fois qu'on la suivait en faisant du shopping. Une situation familière, mais jamais moins blessante. « Reçu », lança la voix de Torres dans le hall. « Femme, air modeste, sac en cuir marron, pull bleu, on l'a en visuel. » Les mains d'Elena se crispèrent. La tentation de les confronter était forte. Elle aurait pu montrer son insigne, observer leur visage se figer, les mettre mal à l'aise, mais elle n'était pas en service. Elle était là pour sa nièce, pas pour un affrontement. Elle refusait de laisser ce moment être gâché. Inspirant profondément, elle entra dans Crystal's Boutique, une boutique de luxe remplie de bijoux et d'accessoires. Une odeur de parfum à la vanille flottait dans l'air, tandis qu'un doux morceau de jazz jouait en fond sonore. Derrière le comptoir se tenait une femme blanche, habillée soigneusement avec un blazer. Son badge indiquait Linda. Dès qu'elle aperçut Elena, elle se raidit. « Je peux vous aider ?» demanda Linda d'un ton froid avec un sourire forcé. « Je regarde seulement, merci », répondit Elena d'un ton calme, bien que son cœur battît rapidement. Elle s'approcha d'une vitrine présentant des bracelets à breloques, ceux que Sofia disait adorer depuis des semaines. À travers la vitre, elle vit Linda l'observer attentivement dans le reflet derrière le comptoir. À l'extérieur, Torres et Davis traînaient, feignant de consulter un plan. « Ces vitrines sont fermées », déclara Linda d'une voix forte, s'approchant d'Elena. « Seul le personnel peut manipuler les articles. »« Je comprends », répondit Elena posément, les yeux toujours sur les bracelets. « Je vous dirai si j'ai besoin de voir quelque chose. » Mais Linda ne recula pas. Au contraire, elle se rapprocha, ses yeux passant d'Elena à son sac. Ce sac, pour lequel Elena avait économisé pendant des mois, semblait désormais attirer tous les regards. « En fait, » dit Elena se redressant, « j'aimerais voir ce bracelet en argent avec le pendentif papillon. » Linda hésita, puis prit lentement les clés. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la vitrine. Il était évident qu'elle s'attendait à ce qu'Elena fasse un geste irréfléchi, comme attraper le plateau et s'enfuir. Le bracelet brillait, son design délicat captant la lumière, les cristaux scintillant sur les ailes du papillon. Elena sourit, imaginant la joie de Sofia. « Je vais le... » commença-t-elle. « Excusez-moi, l'interrompit Linda brusquement.
je dois regarder dans votre sac. » La boutique entière se figea. Même la musique de fond sembla s'arrêter. Le visage d'Elena s'empourpra, alors que les autres clientes se tournaient vers elle. « Pardon ?» demanda-t-elle doucement en gardant son calme. « Il manque un bracelet dans cette vitrine », répondit Linda, sa voix s'élevant maintenant que Torres et Davis venaient d'entrer dans la boutique. « Je vous ai vu mettre quelque chose dans votre sac. » Les mains d'Elena se mirent à trembler, non pas de peur, mais de colère. « C'est faux, dit-elle. Je n'ai touché à rien, à part le bracelet que vous m'avez montré. »« Madame, veuillez coopérer, » dit Torres en s'avançant, la main posée sur sa radio. « Posez votre sac sur le comptoir et videz-le. » Elena se redressa, une vague d'autorité montant en elle. « Je ne le ferai pas, dit-elle fermement. Je n'ai rien volé. Vous n'avez aucun droit de fouiller mes affaires sans raison valable. » Derrière lui, Davis bougeait nerveusement, ne sachant plus quoi faire. Le visage de Linda devint cramoisi, mais elle insista. « Montrez-nous ce qu'il y a dans le sac ou nous appelons la police. »« C'est du harcèlement, » dit Elena clairement et calmement. « Vous me suivez depuis que je suis entrée dans ce centre. Vous me ciblez parce que j'ai l'air pauvre et je ne laisserai pas cette humiliation continuer. » Torres s'approcha davantage, usant de sa carrure pour l'intimider. « C'est votre dernier avertissement. Ouvrez le sac ou ça va mal finir. » Elena ne bougea pas. Son cœur battait fort, mais sa voix resta ferme. « Je n'ouvrirai rien. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez aucune preuve ni raison valable. Reculez. »« C'en est trop, » dit Torres en levant sa radio. « Code 10 à la boutique Cristal. Individu refuse de coopérer. Demande de renfort. » Une petite foule s'était désormais rassemblée à l'entrée, plusieurs personnes tenant leur téléphone en l'air pour filmer. Linda tordait ses mains, visiblement moins sûre d'elle à mesure que la tension montait. Davis regardait sans cesse vers les sorties, comme s'il voulait être ailleurs. Mais Elena restait immobile. Elle avait déjà affronté des criminels dangereux et des collègues corrompus. Ce n'étaient pas des agents de sécurité de centre commercial ou une vendeuse partiale qui allait l'intimider. Son sac restait accroché à son épaule, ses yeux fixés sur Torres. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur, » dit-elle calmement. L'air était chargé de tension, alors qu'ils attendaient l'arrivée de la police. Aucun camp ne semblait prêt à reculer. L'atmosphère dans la boutique Cristal devenait de plus en plus lourde. Elena gardait son calme, bien que sa colère bouillonne sous la surface. Elle se tourna vers Linda et dit d'une voix posée: « Avant de continuer à lancer des accusations sans fondement, pourquoi ne pas vérifier les caméras de surveillance? Elles prouveront que je n'ai rien pris. » Linda hésita. « Les caméras, elles sont... » Elena montra clairement du doigt. « Il y en a une juste là, » dit-elle, en désignant un dôme noir dans un coin du plafond. « Et une autre là, et encore une autre. Regardons les images ensemble. » Mais Torres ne prit pas la peine d'attendre. Il attrapa le bras droit d'Elena, sa poigne ferme et douloureuse. Davis, de plus en plus mal à l'aise, lui saisit le bras gauche plus doucement. « Vous avez été prévenu, » murmura Torres. « Maintenant, vous interférez avec la sécurité du centre. » Les réflexes d'Elena prirent le dessus. Elle aurait pu se libérer facilement. Son entraînement l'avait préparée à bien pire. Mais elle resta immobile, sachant que réagir physiquement ne ferait qu'aggraver la situation. Elle éleva simplement la voix, juste assez pour que tout le monde autour entende. « Je demande calmement à voir les images de surveillance qui pourraient prouver que je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est une demande logique et légitime. » Soudain, l'entrée s'assombrit alors qu'une silhouette imposante fendait la foule. L'agent Eric Navarro entra avec assurance, son insigne brillant, son expression remplie d'arrogance plutôt que de souci. Elena le reconnut immédiatement. Navarro et son collègue Martinez patrouillaient régulièrement le centre Silvergate. Tous deux avaient reçu des éloges pour leur efficacité, mais aussi des dizaines de plaintes pour usage excessif de la force. Elle avait vu passer ces plaintes sur son bureau encore et encore. Comportement agressif, force injustifiée, souvent contre des clients noirs. Il avait toujours échappé aux conséquences, protégé par des gens bien placés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» tonna Navarro, faisant mine d'analyser la scène. «
Sa main reposait légèrement sur son arme, une tentative évidente d'intimidation. Linda intervint aussitôt. Elle refuse qu'on vérifie son sac. On pense qu'un article a été volé. Encore une faiseuse d'histoire, coupa Navarro, lançant un regard noir à Elena. C'est toujours la même chose, hein? Agent, commença Elena, essayant de garder un ton professionnel. C'est un simple malentendu qui pourrait facilement être résolu en... Avant qu'elle ne termine, Navarro lui saisit l'épaule et la plaqua violemment contre la vitre de la boutique. Le choc fit trembler les présentoirs et plusieurs clients laissèrent échapper un cri. Le verre froid pressait contre sa joue alors que Navarro accentuait la pression. « Ne me dis pas comment faire mon travail », grogna-t-il à son oreille, main derrière le dos. « Maintenant. » C'est un usage excessif de la force, déclara Elena d'une voix forte, stable malgré le mélange brûlant de colère et d'humiliation. J'ai des droits, et vous êtes en train de tous les violer. Des droits? Ricana Navarro en lui tordant violemment les bras vers l'arrière. T'as le droit de la fermer pendant que je rajoute refus d'obtempérer à ton dossier. Les menottes claquèrent, plus serrées que nécessaire. Autour d'eux, la foule s'était densifiée. Des dizaines de personnes filmaient. Certaines murmuraient, choquées. D'autres criaient que c'était injuste, mais personne n'intervenait. Navarro fit pivoter Elena et la mena hors de la boutique vers le couloir du centre. Chaque pas était rempli de fureur contenue pour Elena. Elle avait consacré sa vie à combattre ce genre d'abus, à défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Et voilà qu'elle en faisait maintenant elle-même les frais. Le couloir du centre était silencieux. Les gens se pressaient contre les vitrines, leurs téléphones levés, filmant cette femme bien habillée, issue d'un milieu modeste, traînée en menottes. Elena gardait la tête haute, même si ses épaules lui faisaient mal à force d'être tirées en arrière. « Tout ça pour rien du tout », lança Navarro à haute voix, jouant la comédie pour le public. « Tu n'avais qu'à faire ce qu'on te demandait », ajouta-t-il en murmurant, alors qu'ils approchèrent de la sortie latérale du centre, où sa voiture de patrouille les attendait. La lumière soudaine du soleil de l'après-midi fit plisser les yeux d'Elena, après l'éclairage tamisé de l'intérieur. Avant d'aller plus loin, elle se tourna vers la foule croissante derrière eux. « Avant qu'on aille plus loin, dit-elle assez fort pour être entendue de tous, il y a quelque chose que vous devriez savoir, agent Navarro. Garde ça pour le poste, aboya-t-il en ouvrant la portière de la voiture. Je suis la capitaine Elena Rivas, 15e commissariat, annonça-t-elle, sa voix résonnant sur le parking. Mon insigne est dans ma poche avant. Vous l'auriez su si vous aviez pris le temps de demander une pièce d'identité avant de me poser la main dessus. La foule réagit. Des gens s'avancèrent légèrement, leur téléphone toujours pointé sur la scène. L'expression d'Éric Navarro changea. Un doute s'installa, avant qu'il ne force un sourire narquois. « Bien sûr que tu l'es, ricana-t-il, mais son ton avait perdu de sa certitude. Et moi, je suis le commissaire général. » « Regardez dans ma poche, » répondit Elena sans sourciller. « Côté gauche. » Navarro hésita, puis glissa une main brutale dans la poche. Il s'arrêta en sentant la forme familière d'un insigne. Lentement, il le sortit, l'or brillant sous le soleil. « C'est un faux, dit-il, mais son autorité avait disparu. Ça aussi, c'est un délit, usurpation d'identité d'un agent. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. « C'est une vraie capitaine !» cria quelqu'un. « Il a arrêté une policière juste parce qu'elle faisait du shopping !» ajouta un autre. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Chaque seconde montrait un Navarro de plus en plus déstabilisé. « Je vous conseille d'enlever ces menottes », dit Elena d'un ton calme mais tranchant. « Vous ne faites qu'aggraver votre cas, agent. »« Ça pourrait être un faux quand même », marmonna Navarro, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je t'emmène quand même pour vérification et pour refus d'obtempérer et pourquoi encore ?» le coupa Elena. Sa voix restait posée, bien que sa colère grandissait. « Avoir fait du shopping en ayant l'air pauvre, c'est encore dans votre procédure, agent Navarro ?» D'autres téléphones se levèrent. Quelqu'un diffusait la scène en direct. Le visage de Navarro vira au rouge tacheté, la réalité de la situation lui tombant dessus.
Mais au lieu de reculer, il lui attrapa à nouveau le bras, tentant de la pousser vers la voiture de patrouille. « Tu compliques tout !» grogna-t-il. Faux insignes, obstruction, refus d'obtempérer. La foule explosa de colère. Les cris étaient clairs, puissants et s'intensifiaient. Elena ne bougea pas. Même avec les menottes qui lui entaillaient les poignets, sa voix retentit, ferme et assurée. « Tout ceci est enregistré, déclara-t-elle. Chaque abus de pouvoir, chaque erreur, chaque violation, réfléchissez bien à ce que vous ferez ensuite. » La foule réagit comme une vague qui se brise sur le rivage. Des cris de soutien, des protestations. « Libérez-la » hurla quelqu'un. D'autres reprirent le slogan jusqu'à ce qu'un chœur résonne dans l'air. Les téléphones illuminaient la foule comme de petites torches dans la lumière déclinante. Navarro restait figé, tenant toujours le bras d'Elena, mais sa confusion était évidente. Sa méthode habituelle, l'intimidation, ne fonctionnait pas. Pas aujourd'hui. « C'est en train d'exploser en ligne !» cria une adolescente, les yeux rivés sur son écran. « Il y a déjà 1000 partages sur TikTok. Ils ont menotté une capitaine de police d'un quartier populaire, juste parce qu'elle faisait ses courses. » Elena resta calme, droite malgré la tension dans ses épaules. Elle avait traversé d'innombrables situations tendues au cours de sa carrière, mais se retrouver menottée offrait une clarté nouvelle, une compréhension plus profonde, douloureuse et viscérale. Puis, le responsable de la sécurité du centre commercial accourut, l'air paniqué. Derrière lui, une femme en tailleur élégant parlait rapidement au téléphone. Elle s'avança. « Les affaires internes sont en route », annonça-t-elle d'une voix forte. « Je suis Sandra Beltrán, directrice des relations publiques du centre. » Elle se tourna vers Navarro. « Agent, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion à l'intérieur. » « Il n'y a rien à déplacer à l'intérieur, » coupa Elena, sa voix toujours ferme. « Ce qui doit se passer est simple, qu'on me retire ces menottes. Immédiatement. » De plus en plus de gens rejoignaient la foule. De nouveaux directs étaient lancés. Internet s'était emparé de l'histoire et ne la lâchait plus. « Regardez ça !» cria quelqu'un. « 20 000 vues déjà. » Sandra Beltrán intervint à nouveau, cette fois avec plus de prudence. « Agent Navarro, au vu de la situation, peut-être devrions-nous... » « Je ne prends pas d'ordre d'employé de centre commercial. » coupa Navarro, la voix tremblante. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré la brise fraîche. Une nouvelle voiture de police entra sur le parking, gyrophares allumés, mais silencieux. Le sergent Roberto Watkins en descendit. Son visage marqué affichait calme et maîtrise. En un instant, il analysa la scène et reconnut immédiatement Elena. « Agent Navarro », lança Watkins d'un ton tranquille mais lourd de sens. « Vous pouvez m'expliquer pourquoi une capitaine de police est menottée ?» Navarro lâcha enfin le bras d'Elena. « Sergent, j'ai répondu à une plainte pour vol à l'étalage. Cette femme a prétendu être capitaine. » « C'est bien la capitaine Rivas », coupa Watkins, cette fois d'un ton tranchant. « Elle est notre supérieure à tous les deux. L'insigne que vous tenez est authentique. Je vous recommande de le confirmer, immédiatement. » La foule se tut, suspendue au moment où la tension atteignait son sommet. Le visage de Navarro passa par toute une palette d'émotions, colère, peur, calcul. Finalement, les mains tremblantes, il sortit ses clés et déverrouilla les menottes. Elena frotta ses poignets endoloris, remarquant les marques rouges laissées par le métal. Elle savait qu'elle aurait des bleus le lendemain, un souvenir de la façon dont tout avait basculé pour quelque chose d'aussi ordinaire. Sandra Beltrán s'avança et éleva la voix pour que la foule et les téléphones enregistrent chaque mot. « Capitaine Rivas, au nom du centre commercial Silvergate, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous faisons tout pour que ce lieu soit accueillant pour tous. Clairement, aujourd'hui, nous avons échoué. »« Un incident malheureux ?» répéta Elena d'un ton sec. « C'est comme ça que vous appelez ça? Profilage racial et brutalité policière ?» Beltrán sursauta. Les caméras captèrent chaque seconde de son malaise. « Nous allons ouvrir une enquête complète, » poursuivit-elle, son ton poli commençant à vaciller.
Nous allons revoir nos procédures de sécurité et... Épargnez-moi ça, l'interrompit Elena. Vos caméras ont tout enregistré. Je vous conseille de bien veiller à ce que ces images soient conservées. Des murmures d'approbation se firent entendre dans la foule. Plusieurs personnes proposèrent d'envoyer leurs vidéos comme preuve. Alors que les responsables du centre tentaient de reprendre le contrôle de la crise, le sergent Watkins s'approcha d'Elena et lui parla d'une voix basse et sérieuse. « Il faut que vous sachiez, Navarro était déjà à la radio avant que j'arrive. » « Laissez-moi deviner, » répondit Elena à voix basse, en train de rédiger sa version de l'histoire. Watkins acquiesça, l'air sombre. Il a déjà soumis un rapport affirmant que vous avez résisté à l'arrestation et que vous l'avez agressé. Vous connaissez la règle. Le premier rapport est celui qui pèse le plus. Une nouvelle vague de frustration envahit Elena, bien qu'elle garde un visage impassible. Elle avait vu cela tant de fois, des récits falsifiés pour justifier l'usage de la force, surtout lorsque la personne accusée était noire et osait se défendre. « Il ne sait pas à qui il a affaire », murmura-t-elle à Watkins. La foule commençait à se disperser maintenant que le pire semblait passer. Les responsables du centre s'affairaient à rétablir l'ordre. Elena récupéra ses affaires, y compris son insigne que Navarro avait laissé tomber dans sa précipitation à fuir. Le trajet du retour parut étrange. Les rues qu'Elena avait parcourues des centaines de fois semblaient identiques, mais quelque chose en elle avait changé. Ses mains tenaient fermement le volant, mais ses pensées tourbillonnaient, emportées par tout ce qui venait de se passer et par ce que cela pouvait signifier. Dès qu'elle rentra chez elle, Elena se dirigea directement vers son bureau. Elle devait tout écrire pendant que c'était encore frais dans sa mémoire. Son ordinateur portable s'alluma dans un léger bourdonnement. Un nouvel email apparut dans sa boîte de réception. Il venait du département. L'objet, rapport d'incident, 2T 123 487. Elena ouvrit le fichier. Sa mâchoire se serra à mesure qu'elle lisait la version des faits rédigée par Navarro. D'après son rapport, elle avait été agressive et en colère dès le début. Il affirmait qu'elle avait résisté aux agents et refusé de respecter les protocoles du centre commercial. Le rapport la décrivait comme le stéréotype même contre lequel elle avait lutté toute sa carrière. Une femme pauvre, dépeinte comme hostile et incontrôlable. Elle s'adossa à sa chaise, fixant l'écran pendant que ces fausses accusations s'imprimaient dans son esprit. L'email avait déjà été envoyé aux affaires internes, au bureau du chef et au syndicat de la police. Navarro n'avait pas perdu de temps. Il essayait déjà d'imposer sa version. À 19h30, la sonnette retentit. Claudia Herrera arriva avec une bouteille de vin et ce regard inquiet qu'Elena lui connaissait trop bien, après 15 ans d'amitié. En tant qu'avocate de la défense, Claudia avait vu assez de cas pour savoir quand une situation était grave. « J'ai commandé chinois », dit Elena en désignant les boîtes sur la table. « Je me suis dit qu'on aurait besoin de carburant. » Claudia posa son sac et sortit une pochette cartonnée. « J'ai lu le rapport que tu m'as envoyé, » dit-elle. « C'est encore pire que ce que je pensais. » Elles s'assirent à table, retrouvant leur rituel habituel du dîner, bien que la chaleur de l'habitude soit cette fois éclipsée par le poids de la journée. Elena servit les plats pendant que Claudia versait le vin. Leurs gestes étaient fluides, familiers, forgés par des années de confiance et de combats partagés. « Dis-moi franchement, » dit Elena en poussant du bout de sa fourchette un morceau de poulet, « à quel point c'est grave ?» Claudia prit une longue gorgée de vin avant de répondre. Le rapport est rédigé de façon à déclencher automatiquement une enquête des affaires internes. Navarro sait exactement quoi écrire. Il t'accuse de l'avoir frappé. Ça, c'est une agression sur un agent. Elle marqua une pause. Il te décrit comme agressive, non coopérative, menaçante, et les agents de sécurité du centre, ils soutiennent sa version. Mais il y a des vidéos, protesta Elena. Des dizaines de personnes ont filmé toute la scène. Des témoins ont vu la vérité. Les vidéos aident, admit Claudia prudemment.
Mais tu sais comment ça se passe. Ils diront que les images ne montrent pas tout. Ils interpréteront ton ton, prétendront que tu as envenimé la situation. Elle posa sa fourchette dans un petit bruit métallique. « Et soyons honnêtes, » ajouta-t-elle, « on sait toutes les deux comment ce système traite les agents issus de milieux modestes qui osent parler. » Elena repoussa son assiette, l'appétit complètement disparu. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-elle à voix basse. « Sur le plan légal, on peut se battre, » répondit Claudia. « Les vidéos sont un atout, et ton dossier est irréprochable. » Mais elle hésita, pesant clairement ses mots. « Si le département soutient la version de Navarro, ils peuvent te suspendre pendant l'enquête, voire essayer de te pousser vers une retraite anticipée. » « À cause d'une fausse accusation de vol à l'étalage » s'indigna Elena. « Non, » répondit doucement Claudia, « à cause du fait que tu t'es exprimé, à cause de l'image que ça renvoie sur eux. Parce que tu es une femme issue d'un quartier modeste qui a refusé de se taire et d'accepter l'humiliation. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. Elena se leva et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, son quartier semblait paisible, les arbres bougeaient doucement, un couple promenait son chien. Tout paraissait normal, mais à l'intérieur, plus rien ne l'était. « Je pourrais aller dans les médias, » dit-elle en se retournant vers Claudia. « L'histoire circule déjà. Je pourrais donner des interviews, raconter ma version. » Claudia eut un regard inquiet. « C'est risqué. Tu te souviens du capitaine Williams du 12e? Il est allé public il y a 3 ans, après avoir dénoncé le profilage dans son commissariat. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il faisait de la sécurité privée dans l'Ohio. » Elle soupira. « Le système sait comment faire payer ceux qui osent parler. »« Alors qu'est-ce que je suis censé faire ?» dit Elena, les poings serrés. « Les laisser mentir? Les laisser détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé? » « Non, » répondit Claudia d'un ton ferme. « On se bat, mais intelligemment. On rassemble chaque preuve, chaque détail. On monte un dossier qu'ils ne pourront pas ignorer. » Elle hésita, puis ajouta « Et Elena, je ne pense pas que ce soit seulement à propos de toi. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claudia ouvrit la chemise cartonnée qu'elle avait apportée et étala plusieurs documents sur la table. « Rien que cette année, j'ai défendu 6 clients noirs arrêtés dans ou autour de ce même centre commercial, tous accusés de résistance ou d'agression, et tous avaient signalé du harcèlement avant leur arrestation. » Elena se pencha, son esprit d'enquêtrice prenant le relais alors qu'elle parcourait les dossiers. « Les mêmes agents ? Navarro est cité dans la plupart des cas. Et regarde ce schéma. Les accusations tombent après les plaintes. C'est comme s'ils utilisaient les arrestations pour faire taire les gens. » Un frisson parcourut Elena. Les pièces du puzzle s'assemblaient, des pièces qu'elle n'avait pas voulu voir jusqu'à présent. « Combien de dossiers au total ? » « Ce ne sont que ceux qui m'ont trouvé, » répondit Claudia. « Pense à tous ceux qui ont accepté des accords parce qu'ils n'avaient pas d'avocat, ou à ceux qui se sont tus par peur. » Leur conversation dura des heures. Elles analysèrent les cas, comparèrent les chronologies, surlignèrent les noms récurrents. Quand Claudia partit enfin, il était presque minuit. Mais Elena ne pouvait pas dormir. Assise dans son salon plongé dans le noir, la lueur de son ordinateur projetait des ombres sur son visage fatigué. Elle faisait défiler les publications sur les réseaux sociaux. Les vidéos de son arrestation étaient devenues virales. Certains réclamaient justice, d'autres la haïssaient, l'accusant de jouer la carte raciale, disant qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Un grand média avait repris l'histoire. Capitaine de police, issu d'un milieu modeste, arrêté pendant son shopping. Profilage racial ou contrôle justifié. La section des commentaires était un champ de bataille. Les gens débattaient de ce qui s'était réellement passé. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu, un seul message. « Lâche l'affaire, capitaine. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Elena se redressa d'un coup. Son instinct prit le dessus. Indicatif régional local, message SMS classique, pas chiffré. Le message était vague, menaçant,
mais pas illégale. Elle fit une capture d'écran immédiatement, notant l'heure et les informations de l'expéditeur. Une preuve de plus dans le dossier qui grossissait. La lumière de l'écran se reflétait sur son visage, révélant non pas de la peur, mais de la détermination. Il pensait pouvoir l'intimider. Il ne la connaissait pas du tout. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait le bureau de Claudia quand Elena arriva à l'heure pile, 8 heures. Le cabinet était encore silencieux. Elles avaient choisi cet horaire exprès pour se retrouver avant l'arrivée de quiconque. « Je n'ai pas fermé l'œil », dit Claudia, le bureau encombré de dossiers épais. Les cernes sous ses yeux répondaient à l'air épuisé d'Elena. « Ce que j'ai trouvé, » dit Claudia, « c'est encore plus grave que ce qu'on pensait. » Elena s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, serrant un mug de café fumant entre ses mains. « Montre-moi. » Claudia ouvrit dossier après dossier, les étalant comme des pièces de puzzle sur le bureau. Ce sont tous des cas d'arrestations abusives rien que sur l'année passée, expliqua-t-elle. Tous dans des quartiers défavorisés, ajouta-t-elle doucement. La plupart des arrestations ont eu lieu dans ou autour du centre commercial Silvergate. Combien au total? Demanda Elena. J'en ai confirmé 47 pour l'instant, répondit Claudia. Et ce ne sont que ceux qui se sont battus, qui ont engagé un avocat, déposé une plainte. Pour chaque personne qui résiste, il y en a probablement 5 qui n'en ont pas les moyens. Elena se pencha en avant, analysant les documents. Son regard entraîné repérait immédiatement les schémas. Toujours les mêmes agents, Navarro, Martinez, Cooper. Et regarde les chefs d'accusation, dit Claudia en tapotant plusieurs dossiers. Toujours les mêmes, rébellion, agression sur agent, trouble à l'ordre public. Des accusations qui reposent uniquement sur leurs paroles contre celles des policiers, ajouta Elena, la mâchoire crispée. Presque impossibles à contester au tribunal. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Claudia sortit un tableau qu'elle avait préparé. Dans ces affaires, 86% se sont soldés par des plaidoyers de culpabilité. La plupart n'ont même pas essayé de se défendre. Ils ont accepté un accord pour éviter la prison. C'est largement au-dessus du taux habituel, nota Elena, son instinct d'enquêtrice en alerte. Et chacun de ces accords inclut une mise à l'épreuve. Mais pas n'importe laquelle, une probation privée. La voix de Claudia se durcit. Ils sont tous envoyés chez une entreprise appelée New Horizons Supervision Service. Elena haussa un sourcil. Probation privée. Je ne savais même pas que c'était légal. C'est de plus en plus courant, expliqua Claudia. Les comtés économisent en externalisant. Mais regarde ce qu'on leur facture. Elle tendit à Elena une autre feuille listant les frais. Frais de supervision chaque mois, tests de dépistage de drogue, surveillance GPS. Ces gens finissent par payer des milliers d'euros sur la durée. C'est une nouvelle forme de prison pour dette, murmura Elena, la colère montant. S'ils ne peuvent pas payer, ils violent leur probation, retournent en prison, et le cycle recommence. Elle se leva, trop furieuse pour rester assise. « Il me faut accès à nos archives internes. Il doit y avoir une trace, je la trouverai. »« Sois prudente, » la prévint Claudia, surtout après le message d'hier soir. « Je suis toujours capitaine, » répondit Elena en rassemblant ses affaires. « J'ai parfaitement le droit de consulter nos dossiers. » 1 heure plus tard, elle était à son bureau au commissariat, fouillant discrètement les archives numériques. En croisant d'autres agents, elle sentait les regards, les chuchotements qui s'arrêtaient dès qu'elle approchait. Le rapport de Navarro avait clairement circulé. Elle fit abstraction de tout cela, concentrée sur son écran. Des années de données d'arrestation défilaient alors qu'elle lançait ses filtres. Lieu, Silvergate Center Mall. Agent, Navarro. Chef d'accusation, rébellion. Les résultats s'accumulaient. Puis, quelque chose d'inattendu apparut. Une note sur un partenariat entre le commissariat et New Horizons Supervision Service. Elena la lut attentivement. Le PDG était listé comme Richard Silvergate Center. Ses yeux s'écarquillèrent. La même famille Silvergate Center qui possédait le centre commercial. Elle creusa davantage et trouva des documents financiers.
New Horizons faisait partie de Silvergate Center Holdings, LLC, l'entreprise de sécurité privée du centre commercial. Une autre filiale. Tout était lié, son téléphone vibra. Un message de Claudia. J'ai trouvé autre chose. Le nombre d'arrestations explose chaque trimestre, juste avant la publication des résultats du centre commercial. L'esprit d'Elena tournait à toute vitesse. Plus d'arrestations, c'était plus de probation. Plus de probation, plus de revenus liés aux frais. Un cycle rentable qui ciblait la communauté noire. Les agents de sécurité repéraient les clients à l'apparence modeste. La police procédait aux arrestations. L'entreprise de probation encaissait. Et la famille Silvergate Center profitait à chaque étape. Elle imprima les documents clés et les rangea dans sa mallette. En sortant du commissariat, elle remarqua encore plus de chuchotements, plus de regards qui la suivaient. Qu'il parle, elle avait bien plus important à faire. Le soleil tapait fort quand Elena se gara en face du Silvergate Center Mall. La façade de verre brillait, comme si rien ne s'y était jamais passé. Hier encore, c'était le lieu de son humiliation publique. Aujourd'hui, elle voyait enfin la vérité. Elle observa le va-et-vient des clients, des vigiles postés à chaque entrée, talkie-walkie en main. Une jeune mère noire passa en courant, tenant fermement son sac, les yeux inquiets. Un adolescent avançait nerveusement, un agent le suivant de près, exactement ce qui lui était arrivé. Toute la frappa d'un coup. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de vies brisées? Combien de familles ensevelies sous les dettes? Tout ça pour que quelques privilégiés augmentent leurs bénéfices. Elena serra le volant à en blanchir les jointures. Elle en avait vu de la corruption en 20 ans de carrière. Mais ça, ce n'était pas juste du racisme. C'était calculé, c'était un modèle économique fondé sur l'exploitation. Elle leva les yeux vers l'entrée principale du centre commercial, le même endroit où elle avait été menottée et traînée devant tout le monde. Sa voix sortit doucement, mais avec fermeté. Ce n'est pas juste une affaire personnelle. De retour à son bureau, Elena venait à peine de s'asseoir avec sa pile de documents lorsqu'un coup à la porte interrompit ses pensées. Une jeune femme latina se tenait dans l'embrasure, un carnet à la main. « Capitaine Rivas, je suis Julia Delgado du City Herald. » La jeune femme entra d'un pas assuré, son badge de presse pendant à un cordon autour du cou. « Vous avez une minute ?» demanda-t-elle. Elena faillit répondre par son habituel « pas de commentaire », mais quelque chose dans le regard concentré de la journaliste la fit hésiter. « Fermez la porte », dit-elle. Julia s'installa et sortit déjà son téléphone pour enregistrer. « J'ai suivi ce qui vous est arrivé au centre commercial », commença-t-elle, « mais ce n'est pas pour ça que je suis là. » Elle ouvrit sa tablette et fit défiler plusieurs fichiers. Je passe les 6 derniers mois à enquêter sur l'agent Navarro et ses liens avec les entreprises de probation privée. Elena s'adossa dans son fauteuil, les yeux plissés. « Et qu'avez-vous trouvé ?» Des flux d'argent, des sociétés écrans, des schémas d'arrestation qui coïncident avec des mouvements financiers. La voix de Julia était calme, mais on sentait la colère derrière. « J'ai découvert des zones d'ombre, des dossiers disparus, des gens qui ne parlent plus, puis j'ai vu la vidéo de votre arrestation. Et tout a changé. » « Changé quoi ?»« Ça m'a donné une chance, » dit Julia en la fixant droit dans les yeux. « Une chance de révéler la vérité. » Elle toucha de nouveau l'écran. « J'ai des relevés bancaires montrant d'importants virements de New Horizons vers des comptes offshore, des déclarations fiscales incohérentes. Mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur pour relier tout ça. » Elena l'observa. Les journalistes pouvaient être utiles ou dangereux, mais quelque chose dans la détermination de Julia lui rappelait elle-même, plus jeune. « Quel est votre objectif ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire avec votre article ?»« La vérité, » répondit Julia sans hésiter, « qu'un flic corrompu et un système avide saignent à blanc les quartiers pauvres, uniquement pour faire du profit. » Elle se pencha vers Elena. « J'ai grandi en regardant mes parents immigrés se faire harceler par la police, se faire arnaquer par des prêteurs douteux. Ce n'est pas juste du journalisme pour moi. » Elena resta silencieuse un long moment,
Puis elle acquiesça. « Je ne peux pas parler officiellement, mais je connais des gens qui pourraient vous aider à suivre l'argent. » « C'est tout ce qu'il me faut, » dit Julia avec un sourire. « Et j'ai peut-être aussi quelque chose pour vous. Vous avez entendu parler de la Justice Coalition ?» 2 heures plus tard, elles étaient assises dans une salle de réunion modeste d'un centre communautaire. Les néons bourdonnaient au plafond et des chaises pliantes entouraient une vieille table de conférence. Le révérend Javier Morales, grand homme aux cheveux grisonnants, étalait une pile de photos. « Tout ça, c'est juste sur les 3 derniers mois, » dit-il. « Toutes des arrestations abusives, Navarro et son équipe. » Autour de la table, il y avait des enseignants, des militants, des commerçants locaux. Chacun portait son histoire, chacun avait discrètement rassemblé des preuves. « On documente tout, » expliqua Rosaline, une enseignante. « Vidéos, dossiers médicaux, témoignages. Mais les plaintes n'aboutissent jamais. » « La commission de contrôle de la police est inutile, » ajouta Carlos Mendoza, un barbier dont le salon est situé près du centre commercial. « Ils sont dans la poche de Silvergate Center. » Elena étudiait les preuves pendant que Julia griffonnait frénétiquement des notes. Des dizaines de témoignages sous serment révélaient le même schéma inquiétant. Fausses accusations, arrestations brutales, accords de plaidés coupables inaccessibles. « Cette femme, » dit le révérend Rousseau en désignant une des photos, mère célibataire, 3 enfants. Navarro a affirmé qu'elle l'avait frappée lors d'un contrôle routier. Maintenant, elle paie $300 par mois en frais de probation. Elle a dû prendre un 2e emploi, ajouta Rosa. Ils lui ont dit que si elle ne plaidait pas coupable, elle risquait de perdre la garde de ses enfants. Les poings d'Elena se serrèrent. Pourquoi rien de tout ça n'a été rendu public avant ? La peur, répondit Carlos. Ceux qui parlent subissent des représailles. Du jour au lendemain, leur commerce ferme. Leurs enfants sont pris pour cible à l'école. Les flics les arrêtent sans raison. Mais nous avons gardé des traces, dit le révérend Rousseau. On attendait simplement que quelqu'un dans le système nous aide à faire éclater la vérité. Il regarda Elena droit dans les yeux. Julia se pencha en avant. Avec tout ça, les déclarations sous serment, les relevés financiers, votre témoignage, on peut bâtir un dossier solide, assez solide pour faire tout sauter. On publiera l'enquête, dit-elle. Le Herald sortira toute l'histoire. Il faudra plus qu'un article, prévint Elena. La famille Silvergate Center a des avocats puissants. Ils vont se battre bec et ongles. Alors on fera une série complète, répondit Julia. On suivra chaque lien. On montrera jusqu'où va cette corruption. Elles restèrent encore 1 heure au centre à rassembler les pièces du puzzle. Les militants apportèrent des années de données cachées. Julia avait suivi les flux d'argent et Elena. Elle connaissait le système de l'intérieur. « Il faudra faire attention », dit-elle en se levant. « Ils ne vont pas se laisser faire sans riposter. » « C'est pour ça qu'on doit frapper vite, » dit Julia. « Dès que le premier article sort, d'autres victimes parleront. Le silence se brisera. » Ce soir-là, Elena rentra chez elle. Le poids de tout ce qu'elle avait appris l'écrasait. Tant de vies brisées, tant de preuves ignorées. Elle avait toujours su que les biais raciaux existaient dans le système. Mais elle n'avait pas imaginé à quel point cette machine était organisée, méthodique. En approchant de son perron, la lumière au-dessus vacilla. Elle s'arrêta à la boîte aux lettres. Elle débordait, des enveloppes tombaient au sol. Étrange, le courrier était déjà passé ce matin. En ramassant les lettres éparpillées, Elena sentit son estomac se nouer. Pas de nom d'expéditeur, pas de timbre, clairement déposés à la main. Elle les étala sur la table de la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit la première. Un dessin grossier, une silhouette pendue. En dessous, des lettres découpées dans des magazines formaient « Occupe-toi de tes affaires ». L'enveloppe suivante contenait des photos, des images de surveillance d'elle, devant chez elle, au supermarché. En train de discuter avec Claudia, quelqu'un la surveillait. D'autres lettres suivirent, insultes racistes griffonnées d'une écriture tremblée. Menaces envers sa famille, photos de l'école de sa nièce.
La dernière enveloppe contenait une seule image. Elena menottée au centre commercial. Des croix de myrrhe dessinées sur son visage. Elle s'effondra sur une chaise de cuisine, entourée de lettres haineuses comme une pluie toxique. Ils essayaient de la réduire au silence, comme ils l'avaient fait avec d'autres. Mais ils avaient commis une erreur. Elena Rivas n'était pas du genre à se laisser intimider. Et maintenant, elle avait la preuve qu'ils avaient peur. Elle rassembla les lettres avec soin, les conservant comme pièces à conviction. Demain, elle les remettrait à Giulia et à la coalition, une pièce de plus dans le puzzle. Un signe de plus qu'il touchait juste. Le lendemain matin, le poids des lettres brûlait dans sa mallette, alors qu'elle traversait le commissariat. Elle avait besoin d'un soutien plus haut placé. La porte du lieutenant Esquivelon était ouverte. Il était en train de lire des rapports. « T'as une minute, Marco ?» demanda-t-elle depuis l'encadrement. Esquivelon leva les yeux, affichant son habituel sourire tranquille. « Pour toi ? Toujours, capitaine. » Il lui fit signe d'entrer. « Ferme la porte. » Elena s'assit, scrutant son visage. Ils se connaissaient depuis 15 ans. Ils avaient résolu des enquêtes côte à côte. Il avait soutenu sa promotion, l'avait défendue quand d'autres doutaient d'elle. « Je dois te montrer quelque chose, » dit-elle en posant les lettres sur son bureau. « Elles étaient dans ma boîte aux lettres hier soir. » Esquivelon les feuilleta. Son expression s'assombrit. Sa mâchoire se crispa en voyant la photo avec la cible dessinée sur son visage. « Bon sang, Elena, tu as signalé ça ?»« À qui ?» dit-elle en se penchant en avant. « Marco, c'est plus gros que Navarro ou l'incident au centre commercial. J'ai creusé. Il y a un schéma. Arrestation abusive, aveu forcé. Tout est lié à ce système de probation privée. »« C'est une accusation sérieuse, » dit-il en reposant les lettres. « Tu as des preuves ? Je suis en train de les réunir. Déclaration de témoins, preuves de paiement suspect. Et maintenant ça. » Elle désigna les menaces. « Celui qui a envoyé ces lettres a peur. » Esquivelon se massa les tempes. « Tu sais que je t'ai toujours soutenu. Mais là, ça pourrait ébranler tout le département. »« Alors qu'il tremble, » répondit Elena d'une voix dure. « Tu as vu Navarro, tu as vu les plaintes. Ce n'est pas juste de la corruption, c'est structuré. »« Je comprends. » Esquivelon se leva et fit quelques pas. « Et tu as raison, il faut enquêter, mais il faut être prudent. » Il s'arrêta et la regarda. « Laisse-moi t'aider, je vais sonder discrètement, voir qui d'autre est prêt à parler. » Un soulagement envahit Elena. « Merci, Marco. Je savais que tu serais là. »« Toujours, » dit-il, « mais sois prudente. Va peut-être chez de la famille quelques nuits. Celui qui a fait ça sait où tu habites. »« Je ne me cache pas, » répondit Elena d'un ton ferme. « C'est exactement ce qu'ils veulent. » Toujours aussi têtu, marmonna Esquivelon avec un demi-sourire. « Au moins, laisse-moi envoyer une patrouille pour surveiller ta maison. »« Je vais gérer, » dit-elle en rassemblant les lettres. « Mais je t'apprécie. C'est important de savoir que tu es de mon côté. On veille les uns sur les autres, » dit-il. « Tiens-moi au courant. » Le reste de la journée d'Elena passa dans un brouillard. Tâches routinières, entrecoupées de recherches discrètes. Elle fit des copies de tous les documents importants et les mit en sécurité dans plusieurs endroits. Trop de dossiers avaient tendance à disparaître dans ce genre de situation. Il était passé minuit quand elle rentra enfin chez elle. La rue était silencieuse, seulement habitée par les grillons et la chaleur de la nuit. Elle tourna dans l'allée. Les détecteurs de mouvement s'allumèrent, illuminant sa place de parking habituelle. Dans la lumière crue, des lettres rouges vives hurlaient sur le capot et les portières de sa voiture. « Traître !» Elena se figea, les clés serrées dans la main. La peinture était fraîche, dégoulinant encore sur le blanc de la carrosserie. Son esprit s'emballa, le timing, le mot. Ce n'était pas un hasard. Elle balaya les environs du regard, la main posée sur son arme. Rien ne bougeait dans l'obscurité. Celui qui avait fait ça était déjà parti. Les mains tremblantes, elle prit des photos des dégâts.
Puis elle vit quelque chose de pire, gravé dans la peinture. « Ferme-la, capitaine. Seule une personne du service connaissait son grade. Seul un initié pouvait savoir pour l'enquête. » Elle pensa à toutes les personnes à qui elle avait parlé. Julia, la coalition, Claudia et Esquivelon. Elle revit leur conversation. Il avait dit qu'il allait sonder autour de lui. Il avait demandé qui d'autre était au courant. « Putain !» murmura-t-elle. Elle lui avait tout dit. Les preuves, les témoins, s'il était lié à Navarro. À l'intérieur, Elena s'effondra sur une chaise de cuisine. Son insigne était resté sur la table depuis la veille. L'or brillait sous la lumière, projetant de longues ombres. 20 ans, elle avait porté ce badge pendant 2 décennies. Elle croyait en ce qu'il représentait. Elle avait défendu le commissariat contre les accusations de racisme systémique. Elle s'était convaincue que le changement venait de l'intérieur. À présent, elle fixait ce symbole de tout son engagement. Et elle se demanda si tout était déjà perdu, si quelque chose pouvait encore être sauvé. Sa vision se brouilla, alors que les larmes lui brûlaient les yeux. Elle les repoussa. Ce n'était pas le moment. Elle avait des décisions à prendre, ne faire confiance à personne, tout enregistrer, construire discrètement son dossier jusqu'à avoir des preuves. Le message sur sa voiture était clair. Elle était seule dans cette affaire. Son insigne brillait sous la lumière de la cuisine. 20 ans de service lui pesaient désormais, alors qu'elle envisageait cette vérité. Le système en lequel elle croyait était peut-être l'ennemi qu'elle devait affronter. Le lendemain matin, son téléphone vibra. Un message de Julia. « Faut qu'on se voit. » Gros scoop, même endroit. 20 minutes plus tard, Elena était assise dans un coin au fond du diner Jerry, sirotant un café froid. Le lieu était presque vide, quelques clients seulement au comptoir. La clochette au-dessus de la porte tinta quand Julia entra en hâte, son sac en bandoulière serré contre elle. « Désolé du retard », dit Julia en s'asseyant en face. Ses yeux balayèrent la salle avant qu'elle ne se penche en avant. « Mais tu vas vouloir voir ça. » Elle sortit une enveloppe en craft en la gardant discrètement basse. « Tu te souviens de ma source, celle dans la gestion du centre commercial ?» Elle tendit l'enveloppe à Elena. Elle a parlé. Pour de vrai. Elena ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit plusieurs pages à en-tête d'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent dès la première page. « Ce sont... » commença-t-elle. « Des notes de réunion du conseil, » murmura Julia. « 18 mois. Regarde la page 3. » Elena tourna la page. Le mémo parlait de stratégie de prévention des pertes, un code pour désigner la sécurité. Mais en lisant plus loin, ses mains se mirent à trembler. Le document demandait à la sécurité de cibler les groupes dits à risque. Une couverture évidente pour du profilage racial. Il contenait des citations de réunions évoquant une collaboration avec la police locale pour intensifier les contrôles. « Ils ont bossé directement avec Navarro », dit Julia en pointant une section. « Le conseil a approuvé des primes en fonction du nombre d'arrestations. Il savait très bien ce qu'il faisait. » Elena continua à lire. Le mémo expliquait que les arrestations alimenteraient un système de probation privée, une société appelée New Horizons Supervision Services. La maison mère du centre commercial en détenait une part. « C'est tout », murmura Elena, « toute l'opération. Ils n'ont pas juste autorisé le profilage racial, ils l'ont récompensé. » Ils en avaient fait un modèle économique. Julia hocha la tête, grave. Chaque arrestation abusive signifiait une nouvelle personne dans leur système. Ces personnes devaient payer des frais mensuels, suivre des thérapies obligatoires, tout cela rapportant des profits au même groupe. « Comment tu as eu ça ?» demanda Elena en remettant doucement les documents dans l'enveloppe. « Ma source est dans la comptabilité. Elle surveille tout depuis des mois en attendant qu'on gratte un peu. » Les yeux de Julia brillaient. Après que ta vidéo d'arrestation soit devenue virale, elle a su que c'était le moment. Elena s'appuya en arrière, l'esprit en ébullition. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Des liens clairs entre les forces de l'ordre et les intérêts privés. La preuve que les clients noirs étaient ciblés intentionnellement.
On ne pouvait plus mettre ça sur le dos de quelques brebis galeuses ou d'incidents isolés. « Il faut protéger ça », dit Elena d'une voix ferme. « Et ta source, que se passera-t-il quand tout ça sortira ?»« Déjà réglé », répondit Julia. « Elle a tout sauvegardé. Plusieurs copies dans des lieux sûrs. »« Malin », dit Elena en glissant l'enveloppe dans sa veste. « Je vais tout scanner ce soir, faire des copies numériques. Mais on doit rester prudente. Vu ce qu'ils ont fait à ma voiture, il y a forcément quelqu'un de l'intérieur. »« Je n'en doute pas, » répondit Elena, le ton dur. « Esquivelon, je lui faisais confiance, je lui ai tout raconté sur l'affaire. Et maintenant, ta voiture est couverte de menaces que seul un initié aurait pu écrire, » dit Julia, les traits tendus. « Alors on garde ça pour nous. Personne n'entend parler des documents tant qu'on n'est pas prête à les publier. »« D'accord, » dit Elena en regardant l'heure. « Je dois les mettre en sécurité. Ensuite, on planifie la suite. » Elles sortirent ensemble. Julia partit vers les bureaux du journal. Elena rentre chez elle, l'enveloppe bien serrée dans sa veste. Sa main la touchait par moments pour vérifier qu'elle était toujours là. De retour chez elle, Elena alla directement dans son bureau. Le vieux bureau de son père trônait contre le mur, du chêne massif avec un compartiment caché dans le tiroir du bas. Elle plaça l'enveloppe à l'intérieur, puis tourna la clé qu'elle portait autour du cou pour verrouiller. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir. Le poids de la trahison et de la solitude s'était allégé, un peu. Elles avaient enfin de vraies preuves. Pas juste des rumeurs ou des témoignages fragiles, de véritables documents montrant la conspiration. Ce soir-là, elle prépara le dîner et goûta vraiment sa cuisine, au lieu de simplement faire les gestes machinalement. Elle vérifia ses caméras de sécurité, comme toujours. Mais le quartier était calme. Aucune voiture suspecte, aucune nouvelle menace. À l'heure du coucher, Elena se permit d'imaginer la suite. Une conférence de presse, une salle pleine de journalistes, les dirigeants du centre, Navarro, Esquivelon, tous présents pendant que les preuves seraient révélées au grand jour. Les victimes obtenant enfin justice. Elle éteignit les lumières. La maison émettait ses habituels craquements doux et discrets. Le tiroir était solidement fermé, la clé bien en sécurité autour de son cou. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit facilement. Le lendemain, elle commencerait à préparer la diffusion des documents. Mais ce soir-là, elle pouvait respirer. Elles avaient enfin trouvé ce qu'elles cherchaient. La vérité était prête à éclater. La justice était à portée de main. Le mémo pouvait dévoiler tout le système. Alors qu'elle s'endormait, Elena se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. La fin était proche. Elle se réveilla tôt, portée par la percée de la veille. Elle se servit un café et envoya un message à Julia. Prête à planifier la suite ? Pas de réponse. 1 heure passa, toujours rien. Étrange venant de Julia, qui répondait d'habitude en quelques minutes. Elena tenta d'appeler, messagerie directe. Elle laissa un message, d'une voix calme mais sur ses gardes. « Salut, je voulais juste faire un point sur ce qu'on a vu hier. Rappelle-moi dès que tu peux. » À midi, l'inquiétude s'était installée. Elle avait envoyé 3 autres textos. Rappelé, 2 fois. Ce silence devenait insupportable. Elena parcourait d'anciens dossiers quand son téléphone vibra soudainement. Une alerte info apparut à l'écran. La tasse de café glissa de ses mains et se brisa au sol alors qu'elle lisait le titre. Journaliste local agressé, hospitalisé après une attaque. L'article mit une éternité à charger. La photo de Julia apparut. La journaliste d'investigation Julia Delgado a été retrouvée inconsciente ce matin. Les doigts d'Elena tremblaient en cherchant ses clés. Ses mains étaient instables. Le trajet jusqu'à l'hôpital Métro Général ressemblait à un cauchemar. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Ses pensées tournaient en boucle, de plus en plus sombres. Ça n'aurait jamais dû arriver. Julia était en danger à cause d'elle. Le hall de l'hôpital bourdonnait de voix et de flashs. Elena montra son insigne et se fraya un chemin jusqu'à l'accueil. « Il me faut la chambre de Julia Delgado. »« Vous êtes de la famille ?» demanda la réceptionniste. « Je suis capitaine de police. C'est un témoin clé dans une affaire en cours. » Le mensonge sortit naturellement, mais il était nécessaire. « Chambre 412. »
L'ascenseur semblait figé entre les étages. Chaque seconde qui passait empirait son angoisse. Elle aurait dû prévoir ça. Elle aurait dû protéger Julia. La porte de la chambre 412 était ouverte. Julia était allongée, le visage marqué d'ecchymose, un bras en écharpe bandé. Et pourtant, elle sourit faiblement en voyant Elena. « T'as une sale mine », murmura Julia. « C'est l'hôpital qui parle », répondit Elena en s'approchant. « C'est toi qui es cloué au lit. »« Tu devrais voir la tête de l'autre », souffla Julia en essayant de rire avant de grimacer. « Raconte-moi ce qui s'est passé », dit Elena en tirant une chaise. « Après le boulot, je rejoignais ma voiture. Quelqu'un est arrivé derrière moi. » La voix de Julia était rauque. Il savait ce qu'il faisait. C'était rapide et violent, mais maîtrisé. La mâchoire d'Elena se crispa. « Tu as vu son visage ?» Julia jeta un coup d'œil autour puis chuchota. « Non, mais quand il m'a jeté au sol, sa veste s'est soulevée. Il y avait quelque chose de brillant à sa ceinture. »« Une arme ?» demanda Elena. « Non, » répondit Julia, « un badge, comme le tien. » Elena sentit le sang quitter son visage. Un insigne du département, quelqu'un de la police, quelqu'un qu'elle croisait tous les jours dans les couloirs. « C'est de ma faute, » dit-elle doucement. « Je t'ai entraîné là-dedans. »« Arrête, » dit Julia, saisissant son poignet avec une force inattendue. « C'est la preuve qu'on dérange. On est en train de faire bouger les choses. »« Ils ont peur. Ils devraient, » murmura Elena, la voix glaciale. « Parce que maintenant, je vais les traquer. »« Bien, » souffla Julia en se redressant avec douleur. « On n'a pas fini. Promets-moi que tu continueras. » Une infirmière apparut à la porte. Elle a besoin de repos. « 5 minutes, » supplia Julia. L'infirmière hésita puis hocha la tête. Une fois seule, Julia devint grave. « Le mémo, tu l'as toujours. »« Il est verrouillé dans mon bureau, » répondit Elena. « Je vais commencer à le copier aujourd'hui. »« Fais vite, » insista Julia. « Ça, » elle désigna son propre corps. « Ça veut dire qu'ils sont désespérés. Ils n'auraient jamais attaqué une journaliste s'ils ne sentaient pas la pression. » Elena acquiesça. « Repose-toi. Je reviendrai demain. »« Fais attention à toi, » lança Julia alors qu'Elena quittait la chambre. « Ils savent ce qu'on a. » Le trajet du retour était un mélange de rage bouillonnante et de peur sourde. Elena ne pouvait s'empêcher de penser au badge. Un collègue, quelqu'un qui portait le même uniforme qu'elle avait fait ça. La trahison la brûlait. Elle se gara dans son allée, le ciel teinté d'orange par le soleil couchant. Mais quelque chose n'allait pas. Une tension étrange flottait dans l'air. La porte était encore verrouillée, mais cela ne voulait rien dire. Elle dégaina son arme et entra en alerte. Le salon n'avait pas été touché, rien d'inhabituel dans la cuisine. Puis elle s'approcha de son bureau. La porte était entr'ouverte, ce qu'elle ne laissait jamais. Son cœur se serra. Elle poussa doucement. La pièce avait été mise à sac, des livres jetés au sol, des papiers éparpillés partout, et le bureau, celui de son père, était endommagé. Le tiroir avait été forcé, la serrure brisée. Elena tomba à genoux, redoutant déjà la vérité. Le compartiment secret était grand ouvert, vide. L'enveloppe Kraft avait disparu. Elena s'effondra sur sa chaise, le choc de la perte lui frappant le ventre comme un coup. La preuve clé, les documents capables de faire exploser l'affaire, avaient disparu. Volatilisé, son esprit repartit vers Julia, blessée et allongée à l'hôpital, mais toujours déterminée. Vers toutes les personnes victimes de ce système, sans savoir que quelqu'un se battait pour elle. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une journaliste. Elena fixe l'écran, les doigts tremblants de rage. Celui qui avait envoyé ça croyait que la peur suffirait à la faire taire. Qu'en volant les documents et en blessant Julia, elle abandonnerait. Il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Elle appela le 911 pour signaler l'effraction, sachant déjà ce qui allait se passer. Un rapport, un haussement d'épaule, aucune suite. Le système était conçu pour se protéger lui-même. En attendant les agents, Elena observa le chaos dans son bureau. Le vieux bureau hérité de son père, maintenant fendu et forcé. Ses notes éparpillées au sol. Ils avaient volé le mémo.
Mais pas sa détermination, pas le courage de Julia, pas la vérité qu'elles avaient révélée. Le lendemain matin, elle était assise à la table de la cuisine, fixant un document des affaires internes. Papier crème, police formelle, chaque ligne frappant comme un coup de poing, à effet immédiat, suspension de ses fonctions, sous enquête, accusation de conduite inappropriée. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les actualités s'enchaînaient de pire en pire. Une capitaine de police dénonce un complot, officière suspendue, évaluation psychiatrique prévue. Affrontement sécuritaire déclenche une enquête interne. Elena cliqua sur un article. Sa mâchoire se contracta en lisant les mots. Des sources internes décrivent le comportement de la capitaine Rivas comme instable et motivé par des préjugés personnels. Son obsession à dénoncer une supposée discrimination au centre commercial Silvergate inquiète ses collègues. « Mensonge !» murmura-t-elle en fermant le navigateur. Mais c'était trop tard. Ils construisaient leur version, en colère, instable, une femme incontrôlable. Son combat légitime réduit à une caricature. Une nouvelle alerte, un texto d'un numéro bloqué. Crève, sale flic, ce n'était pas le premier. Des dizaines étaient arrivées depuis la veille. Certaines étaient emplies de venin, d'autres de simples menaces violentes. Elena se leva et tira les rideaux un peu plus, même s'il faisait encore jour. L'obscurité lui semblait être un bouclier. Elle avait déjà fouillé tout l'appartement 2 fois, vérifié chaque porte, chaque fenêtre, cherché d'éventuelles caméras. Peut-être qu'elle en faisait trop. Mais après Julia, après l'effraction, la télévision tournait en fond sonore. Un présentateur, ton maîtrisé, parlait de son affaire. Les accusations de la capitaine Rivas semblent sans fondement, probablement liées à des problèmes personnels ou des rancunes. Elena attrapa la télécommande et éteignit brusquement, la main tremblante. Elle préférait le silence. Sur la table basse, son insigne et son arme de service, remis plus tôt dans la matinée, comme le protocole l'exigeait. 20 ans de service, réduits à du métal froid. La vision lui noua l'estomac. Son téléphone sonna, sa sœur. Elena laissa sonner. Que pouvait-elle dire? Que tout allait bien, qu'elle contrôlait encore quelque chose. Les mots restaient coincés comme du papier sec dans la gorge. Elle faisait les 100 pas, se sentant enfermée. Chaque coin paraissait plus étroit, chaque bruit la faisait sursauter. Un hélicoptère bourdonnait au-dessus. Il tournait depuis l'aube. Espérant apercevoir la capitaine déchue, Elena restait tapie, même avec les rideaux tirés. Son ordinateur portable émit un son. Encore des emails, du syndicat, en réponse aux récents événements. De son supérieur, déçu est un mot bien faible. D'un expéditeur inconnu, tu aurais dû te taire. Elle referma l'ordinateur d'un coup sec. Ses yeux la brûlaient, les larmes montaient, mais elle les retint. Puis, la sonnette retentit. Elle se figea. Lentement, elle s'approcha de la porte et regarda par le judas. Sa respiration se coupa. C'était Sofia, un sac à dos sur l'épaule, debout dans le couloir. Elena ouvrit vite et la fit entrer. « Sofia, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à l'école. » « Demi-journée, dit Sofia en laissant tomber son sac. Puis sans un mot, elle la serra fort dans ses bras. « Je devais te voir. » Elena resta tendue quelques secondes, puis relâcha la pression et lui rendit son étreinte. Elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle en avait besoin, juste un câlin. Un geste simple d'une personne qui ne la voyait pas comme une honte ou un problème. Un contact venu de quelqu'un qui croyait encore en elle. « Maman est super inquiète, » dit Sofia, sans lâcher son étreinte. « Elle essaie de t'appeler. » « Je sais, » répondit Elena en s'écartant doucement pour la regarder. « C'est juste que je n'y arrive pas en ce moment. Parler, c'est trop. » « Tu veux dire avec toutes les saletés qu'il raconte ?» Le visage de Sofia s'assombrit de colère. « On sait tous que c'est faux, Tatidé. Tout le monde en parle à l'école. » Elle sortit son téléphone et tapa rapidement. « Regarde !» Une vidéo se lança, celle du centre commercial. Elena détourna les yeux, ne voulant pas la revoir. Mais Sofia ne la laissa pas fuir. « Non, attends, regarde le nombre de vues. » Le chiffre la cloua. Plus de 5 millions. Les commentaires défilaient. C'est ça, la vraie discrimination. Elle est courageuse de dénoncer tout ça. Soutien total à la capitaine Rivas. Ce n'est pas que la vidéo, dit Sofia, les yeux brillants. Les gens racontent leurs propres histoires. Sur Navarro, sur la sécurité,
sur toute cette corruption. Tu as lancé quelque chose. » Elena s'affaissa lentement sur le canapé, le cœur battant. « Ils disent encore que je suis instable, que j'invente tout ça. »« Et alors ?» dit Sophia, s'asseyant à côté d'elle, déterminée. « La vérité est là maintenant. Les gens écoutent et ils sont en colère. Pas contre toi, contre eux. » Elle tapota l'écran à nouveau, montrant une page communautaire en ligne. Des milliers de membres, publication après publication décrivant des incidents similaires au centre Silvergate. Des gens arrêtés sans raison, poussés à plaider coupables. « Tu vois ?» dit Sophia doucement, serrant la main de sa tante. « Tu n'inventes rien, tu n'es pas seule. Et tu es la seule à avoir eu le courage de te battre. Ça compte. » Pour la première fois depuis des jours, Elena sentit quelque chose changer. Pas de la colère, pas de la peur, quelque chose de plus doux, de plus calme. L'espoir, tout déclenché par la force de Sophia, et par la certitude que l'opinion publique commençait peut-être enfin à basculer. « Quand est-ce que t'es devenue aussi futée ?» demanda-t-elle, esquissant un vrai sourire. « J'ai eu une super prof. » Sophia la serra de nouveau dans ses bras. « Tu m'as toujours dit de me battre pour ce qui est juste. C'est ce que tu fais, et on est avec toi. » Cet après-midi-là, le soleil tapait fort sur la foule rassemblée devant le centre commercial Silvergate. Elena se tenait à l'écart, une casquette abaissée sur le visage. Elle observait les cris s'élever autour d'elle, des centaines de personnes fortes et unies. « Justice pour Rivas! Justice pour Rivas !» Des pancartes s'agitaient dans l'air. « Stop au profilage racial! Finissons-en avec la corruption! Nous croyons la capitaine Rivas. » Sa gorge se serra. Il y a quelques jours à peine, elle se sentait abandonnée. Et maintenant, des inconnus levaient la voix pour elle. La foule bloquait l'entrée principale du centre. Les clients devaient se frayer un chemin pour entrer. À l'intérieur, des agents de sécurité observaient nerveusement derrière les vitres, parlant à voix basse dans leur radio. Quelques policiers stationnaient plus loin, visiblement mal à l'aise, sans savoir quoi faire. Aucun ne l'a reconnu parmi la foule. On dirait de la vraie solidarité, dit une vieille dame à côté d'elle, des boucles argentées sous une casquette Black Lives Matter. Ils ont voulu vous faire taire, capitaine, mais on ne les laissera pas faire. On parle pour vous maintenant. Elena acquiesça lentement, incapable de répondre sans que sa voix ne tremble. La femme lui pressa doucement le bras avant de continuer sa route, sans jamais deviner que celle qu'elle venait d'encourager était la principale concernée. À l'avant, un groupe d'ados lança un nouveau slogan. « Montrez la vérité, montrez la vérité !» Cela se répandit comme une vague, prenant de l'ampleur. Elena le ressentait, chaque cri battait au rythme de son cœur. L'air vibrait, rempli d'énergie, de détermination. Puis elle entendit une voix derrière elle. « Capitaine Rivas ?» Elena se retourna. Une adolescente noire se tenait là, à quelques pas, serrant fort son téléphone, les yeux écarquillés. « Je suis Martina, dit-elle rapidement. Martina Sanchez. »« C'est moi qui ai filmé ce qu'ils vous ont fait, » ajouta-t-elle. Les yeux d'Elena s'agrandirent. Elle avait vu cette vidéo virale des dizaines de fois, sans jamais savoir qui l'avait enregistrée. « Merci, dit-elle doucement. Ta vidéo a permis aux gens de voir la vérité. » Martina regarda autour d'elle, nerveuse. « Pas toute la vérité, pas encore. J'ai plus. » Elle lui fit signe de la suivre, s'éloignant un peu de la manifestation. Puis, elle leva son téléphone. « J'ai commencé à filmer dès que j'ai vu l'agent Navarro entrer dans le centre. Ça m'a paru louche, la façon dont il est arrivé si vite. » Elena se pencha alors que la vidéo démarrait. Elle vit Navarro marcher d'un pas déterminé, se dirigeant droit vers la boutique. Mais l'enregistrement commençait plusieurs minutes avant que quoi que ce soit ne se passe, avant qu'on lui adresse la parole, avant toute accusation. « Là !» dit Martina en pointant l'écran. La vidéo montrait Navarro s'arrêtant devant la boutique. Il se penchait vers la gérante, Linda, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Linda hocha la tête, son expression changeant, puis Navarro recula. Il sortit du champ et attendit. Moins d'une minute plus tard, Elena entrait dans la boutique. « Il l'a planifié, » murmura Elena. « Il a tout déclenché avant même que j'arrive. »
Martina hocha rapidement la tête. Il a fait la même chose à ma cousine le mois dernier. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais personne ne nous a pris au sérieux. Quand je l'ai vu se diriger vers cette boutique, j'ai su qu'il préparait quelque chose. Je ne savais juste pas que ce serait toi cette fois. « Pourquoi tu n'as pas publié cette partie plus tôt ?» demanda Elena. « J'avais peur, » admit Martina. « Il a des gens partout. Des amis en uniforme, des gens qui détournent le regard. » Elle jeta un œil vers la manifestation, mais en les voyant tous là dehors, je ne peux plus me taire. Ça prouve que c'était prémédité. Il t'a choisi avant même que tu franchisses la porte. Les pensées d'Elena s'emballèrent. Cette version de la vidéo montrait clairement son intention. Elle détruisait l'idée que l'incident s'était déclenché naturellement. Elle montrait que Navarro avait tout manipulé. « Je ne suis pas la seule à avoir des images », ajouta Martina. « J'ai une chaîne YouTube sur les abus policiers. Des gens m'envoient des vidéos depuis des mois. Navarro apparaît encore et encore, toujours ici, toujours en train de cibler des clients noirs. » Les slogans en fond sonore devinrent plus puissants. Pas de justice, pas de paix. Martina lui toucha le bras. « Mes abonnés sont prêts à agir. On peut partager ça partout. Mais ils ont besoin d'un leader. Quelqu'un avec de l'expérience. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Tu es la preuve vivante, dit-elle. Même des flics issus de milieux modestes ne sont pas protégés quand le système est aussi pourri. » Elena se tourna vers la foule, l'esprit en ébullition. Il y avait la vidéo brute, les documents que Julia avait rassemblés, les liens avec l'entreprise de probation, et maintenant toute une génération de jeunes prêts à porter le message. « Ils ne peuvent pas tous nous faire taire, » dit Martina avec calme et détermination. « Pas si on reste unis. » Un van de presse se gara au bord du trottoir. Un journaliste et un caméraman en sortirent en courant pour préparer leur reportage. La foule s'avança, avide de parler, d'être vue. Elena regardait, le cœur battant. Elle avait tout maintenant, pas juste des preuves, des faits, pas juste des récits, des témoins, et pas juste une cause, mais un mouvement derrière elle. Les slogans atteignirent leur apogée. Que voulons-nous? La justice. Quand la voulons-nous? Maintenant. La sécurité du centre commercial observait nerveusement depuis l'intérieur. D'autres policiers arrivèrent et commencèrent à former une barrière entre les manifestants et le bâtiment. Martina leva son téléphone, prête à publier la vidéo en entier. « Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ?» demanda-t-elle. Elena se redressa, le dos droit, la mâchoire serrée. La vérité était là, filmée, attestée, indéniable. Il ne manquait qu'un bon moment et la bonne voix. Il fallait que ce soit un moment si fort, si public, qu'il ne pourrait plus jamais l'enterrer. À l'intérieur de l'unité de soins à Metro General, les néons jetaient des ombres dures sur le visage meurtri de Julia. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, le bras gauche enveloppé dans un plâtre rigide. Mais dans son regard brûlait la même flamme inébranlable qu'Elena lui avait toujours connue. « Tu devrais dormir, dit Elena en s'asseyant à ses côtés. Mais même si les chants de la manifestation devant le Silvergate Center Mall résonnaient encore dans sa mémoire, Julia se redressa déjà, grimaçant de douleur. « Dormir attendra. »« Pas quand j'ai ça entre les mains, » murmura-t-elle. Elle jeta un œil dans le couloir pour s'assurer que personne n'écoutait, puis baissa la voix. « Tu te souviens quand j'ai dit que le type qui m'a agressé portait un badge ?» Elena hocha lentement la tête, se penchant vers elle. « Eh bien, il a fait une erreur. » Une lueur de satisfaction traversa le visage de Julia. « Mon téléphone m'a échappé pendant l'agression. Il l'a pris, pensant sûrement que je l'avais filmé. » « Mais ce qu'il ne savait pas, dit-elle en attrapant son ordinateur portable, c'est que j'avais pris des précautions. »« Quelles précautions ?» demanda Elena. « Je suis journaliste en 2024, répondit Julia avec un sourire sec. « Tu crois vraiment que je n'utilise pas de sauvegarde automatique ?» Elle ouvrit un dossier à l'écran. Dès qu'il l'a allumé, mon système cloud s'est activé. Il a tout récupéré. Elle cliqua, y compris toutes ses données, tout ce qu'il avait sur son téléphone. Elena cligna des yeux.
Tu as accédé au téléphone d'un flic? Il s'est piégé tout seul, haussa les épaules Julia. Son appareil s'est connecté au mien. Il a ouvert la porte. Et devine à qui appartenait ce téléphone? Elle tourna l'écran vers Elena. L'agent James Martinez, le partenaire de Navarro. Elena fixe l'écran. Des lignes de tableau, des relevés financiers, des échanges d'emails. Elle fit défiler, les mains commençant à trembler. « Tout est là !» dit Julia à la voix posée. « Chaque virement de la société mère du centre commercial vers New Horizons Supervision Services. Chaque pot de vin versé à des responsables municipaux ayant signé les contrats. Regarde les dates. Elles correspondent parfaitement au pic d'arrestation. » Elena ouvrit un échange d'emails. Navarro et Ricardo Valdés, le PDG du centre commercial, discutaient d'objectifs d'arrestation et de profils démographiques comme d'une stratégie commerciale. Un autre fil montrait le juge Ortega, qui avait statué sur la majorité des affaires, discutant tranquillement avec eux d'accélérer les accords de plaidoyer. « Ils n'ont même pas essayé de dissimuler ça », murmura Elena. Il croyait que personne ne verrait jamais ces messages. « Il y a encore autre chose », dit Julia en ouvrant un autre document. « Tu reconnais ça ?» Elena plissa les yeux, puis inspira brusquement. « Le mémo de mon bureau. »« Il est là », confirma Julia. « Martinez l'avait dans sa boîte mail. C'est lui qui est entré chez toi. Probablement sur ordre de Navarro. » Soudain, tout s'éclaira. « C'est pour ça qu'ils t'ont attaqué », dit Elena. Il savait que tu étais trop proche de la vérité. Et maintenant, on a des preuves que c'est bien plus grave qu'un simple profilage racial. C'est un abus institutionnel, à but lucratif. Julia acquiesça, sa voix se raffermissant. Mais il nous faut le bon moment pour tout révéler. Un lieu où ils ne pourront pas bloquer l'histoire ni déformer les faits. Elena sortit son téléphone, faisant défiler l'écran. La réunion du conseil municipal. Jeudi soir. C'est ouvert au public. Ils ne pourront pas nous empêcher de parler. Julia se redressa dans le lit, malgré la douleur, et la presse couvre toujours ces réunions. En plus, la moitié des gens mentionnés dans ces emails sera présente. Ils essaieront de nous faire taire, prévint Elena. Pas si on est maline, répondit Julia, ses réflexes de journaliste en alerte. On publie la vidéo brute de ton arrestation 1 heure avant la réunion. On laisse le public réagir en premier. Ensuite, tu parles. Et une fois que tu exposes le circuit financier, ils n'oseront plus t'interrompre, pas avec toutes les caméras braquées sur eux. Elena pouvait l'imaginer, l'affrontement. Navarro, le conseil, la direction du centre commercial, tous ceux qui avaient tenté de la briser. Il va falloir tout organiser, dit-elle. Les vidéos, la trace de l'argent, les témoignages. J'ai déjà commencé à préparer un dossier complet, répondit Julia en ouvrant une présentation sur son écran. Il ne nous reste qu'à finaliser ton discours. On commence par ton histoire, ce qui t'est arrivé. Ensuite, on élargit, on montre le schéma plus vaste et on termine avec les preuves financières. Elles passèrent l'heure suivante enfermées dans leur planification. L'expertise de Julia donnait forme au récit, transformant les preuves en un argument implacable, tandis qu'Elena apportait sa vision de l'intérieur du système, citant des politiques, des violations et comment la loi avait été détournée. Quand elles firent une pause, Elena regarda Julia et dit doucement « Tu sais ce qui nous attend, pas vrai ? Ils vont redoubler d'efforts contre nous après ça. Surtout toi. Ils ont déjà franchi la ligne de la violence, ajouta Elena. Julia leva la main et toucha doucement les bleus sur son visage. Qu'ils viennent, chaque coup ne fait que prouver qu'on a raison. Une lueur de défi illumina ses traits. Et puis, ajouta-t-elle avec un petit sourire, j'ai une capitaine de police de mon côté maintenant. Elena lui serra doucement la main. « Essaie de te reposer. Je vais poster quelques agents de confiance devant ta chambre cette nuit. » Ce soir-là, Elena se tenait devant le miroir de sa salle de bain, une poignée de fiches serrée dans sa main. Le discours qu'elles avaient rédigé pesait lourd, non seulement par ses mots, mais par sa portée.
Elle s'observa, les cernes sous ses yeux, la tension gravée autour de sa bouche, mais dans son regard, une force, un feu calme. « Je m'appelle capitaine Elena Rivas », répéta-t-elle d'une voix ferme. « Il y a 2 semaines, j'ai été arrêtée à tort alors que je faisais des courses au centre commercial Silvergate. Mais ce n'est pas seulement cette arrestation, c'est un système plus vaste, un système conçu pour piéger et exploiter notre communauté. » Elle s'interrompit. Les chants de la manifestation résonnaient encore dans sa mémoire. Elle pensa à Martina, pleine de courage, à Julia, toujours en train de se battre, même depuis un lit d'hôpital. Elle sentait leur confiance peser sur ses épaules. « Ça s'arrête maintenant », murmura-t-elle à son reflet. « Tout ça. » Elle prépara sa tenue pour jeudi soir. Sa veste la plus élégante, un pantalon bien coupé, des chaussures propres et brillantes. Et son insigne de capitaine, resté posé depuis sa suspension, attendait, silencieux, sur la commode. Elle le prit en main, sentant à nouveau ce poids froid et familier dans sa paume. Tout allait se jouer ce soir-là. Les preuves étaient solides, les témoins prêts. Le moment approchait, il ne lui restait qu'à dire la vérité, clairement, publiquement. Elle se tourna vers le miroir, leva le menton et dit encore plus fort cette fois « Je m'appelle capitaine Elena Rivas. » Les sols en marbre de l'hôtel de ville résonnaient de mouvements et de murmures sourds. Les journalistes se massaient près de la salle du conseil, ajustant leur matériel et se préparant à la diffusion. À l'intérieur, chaque siège était occupé. Des gens s'alignaient contre les murs, d'autres restaient debout, serrés contre les portes du fond. Elena s'arrêta sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Le dossier de documents pesait lourd dans ses mains. Elle balaya la salle du regard et aperçut Julia au fond, le bras en écharpe, mais le dos bien droit. Martina était tout près, téléphone déjà en train d'enregistrer. Beaucoup portaient des t-shirts où l'on lisait « Justice pour Rivas ». Personne ne remarqua Elena au début. Habillée simplement, son insigne glissait discrètement dans sa veste. À l'avant, l'agent Navarro était affalé dans un fauteuil, riant avec Ricardo Valdés, le PDG du centre commercial. Leur arrogance donnait la nausée à Elena. Le maire Thompson siégeait au centre de la tribune du conseil, essuyant nerveusement la sueur de son front tout en jetant des coups d'œil à son téléphone, puis à la salle bondée. Les autres membres s'agitaient, conscients qu'un événement majeur se préparait. Elena rejoignit la file de citoyens venus prendre la parole. 3 minutes chacun. Elle ne cessait de vérifier l'heure. La vidéo allait être publiée d'une seconde à l'autre. Puis une onde parcourut la salle, une réaction collective. Les téléphones s'illuminèrent, des exclamations. Les gens commencèrent à montrer leurs écrans. La voix de Navarro se bloqua dans sa gorge. Son sourire s'effaça alors qu'il observait autour de lui. La vidéo non censurée venait d'être rendue publique. Le maire Thompson s'éclaircit la gorge. « Prochain intervenant, s'il vous plaît. » Elena s'avança. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures se transformèrent en vagues. Navarro se redressa dans son siège. Son sourire avait disparu. « Je m'appelle capitaine Elena Rivas », dit-elle, la voix claire et puissante. « Il y a 2 semaines, j'ai été arrêté illégalement au centre commercial Silvergate. Mais cela dépasse largement mon cas. » Elle ouvrit son dossier et étala des documents sur le pupitre. Il s'agit d'un système coordonné qui cible les résidents pauvres, les piège dans des procédures judiciaires et transforme leur souffrance en profit. Des exclamations et des murmures parcoururent la salle, des flashs crépitèrent. J'ai ici des communications internes entre les dirigeants du centre commercial et des agents où ils discutent d'objectifs d'arrestation et de cibles raciales. Elle leva un document. Celui-ci prouve qu'il fixait des quotas. Un autre. Celui-là montre des virements de fonds entre la société du centre commercial et une entreprise privée de probation, New Horizons Supervision Services. Au premier rang, Valdés tapait frénétiquement sur son téléphone. Le maire Thompson se pencha en avant, tentant de l'interrompre. « Capitaine Rivas, ce forum est destiné au retour de la communauté, pas aux accusations personnelles. » « Ce ne sont pas des accusations, » répliqua Elena, haussant la voix. « Ce sont des faits, documentés,
vérifiés, y compris des messages entre l'agent Eric Navarro et le juge Samuel Ortega, où il parle d'accélérer les plaidoyers de culpabilité. Elle se tourna et fixa Navarro droit dans les yeux. C'est ce même agent Navarro qui m'a arrêté sur de fausses accusations, qui a ensuite rédigé un faux rapport affirmant que je l'avais agressé. Le visage de Navarro vira au rouge. Il se leva brusquement, furieux. Mais avant qu'il ne puisse parler, Mendoza lui attrapa le bras et se pencha pour lui chuchoter quelque chose avec urgence.